Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fascinante. Quel est le lien, le vrai lien, entre la culture d'une entreprise et sa capacité à innover? C'est un sujet absolument crucial parce que c'est souvent ça qui distingue les entreprises qui tracent la route de celles qui restent sur le bas-côté. C'est la grande question, pas vrai? On a tous en tête des entreprises qui ont toujours l'air d'avoir un coup d'avance, qui sortent des nouveautés sans arrêt. Et puis il y a les autres, celles qui semblent un peu figées, qui n'arrivent pas à bouger. Alors qu'est-ce qui explique vraiment cette différence? Eh bien, la réponse tient en un mot, la culture. Il faut vraiment voir ça comme le système d'exploitation d'une organisation. C'est la base sur laquelle tout le reste va tourner. La stratégie, les process et bien sûr l'innovation. Une bonne culture, c'est un accélérateur de dingue. Une culture inadaptée, c'est comme conduire avec le frein à main serré en permanence. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler de la culture comme moteur. Ensuite, on verra ce qui fait un bon ou un mauvais carburant, autrement dit, les cultures qui aident ou qui freinent. Puis, on fera le lien avec l'apprentissage et la créativité, on zoomera sur le rôle de l'équipe et enfin, on mettra tout ça ensemble pour avoir la vue d'ensemble et bien sûr, l'essentiel à retenir. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour commencer, on s'appuie sur un article scientifique, celui de Tian et ses collègues. Eux, ils se sont posé la question fondamentale, comment est-ce que la culture, avec toutes ses règles non dites, ses habitudes, influence concrètement la capacité à innover? Et pour bien partir, il faut faire une distinction hyper importante. D'un côté, on a la culture de l'organisation, l'ADN propre à l'entreprise. Et de l'autre, on a la culture nationale, c'est-à-dire le bain culturel du pays où elle se trouve. Évidemment, ces deux niveaux ne sont pas étanches, ils s'influencent mutuellement. Bon alors, concrètement, ça donne quoi? Parce que toutes les cultures ne se valent pas quand il s'agit d'innoser. Certaines vont mettre de l'huile dans les rouages et d'autres vont tout bloquer. Voyons ça de plus près. Ce qui est super parlant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a des cultures comme l'adocratie. Pensez à une start-up où tout est flexible, où on encourage l'expérimentation, la prise de risque. Ça, c'est un stimulant hyper puissant. Pareil pour la culture d'apprentissage, où l'idée c'est de partager l'info, d'être ouvert. Et de l'autre côté, la culture hiérarchique. Là, c'est tout l'inverse. Contrôle, règles, prévisibilité. Et ça agit comme un véritable tue l'innovation. Si on regarde au niveau d'un pays, c'est un peu plus complexe. Par exemple, une faible distance au pouvoir, là où c'est facile de parler à son chef, ça aide les idées à remonter. Une société qui n'a pas peur de l'incertitude sera plus ouverte au risque. Mais attention, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'individualisme peut booster la créativité, c'est vrai, mais pour mettre en œuvre les idées, un peu de collectivisme, ça aide pas mal. Et voilà, ça c'est le point crucial de l'article de Chan. Il n'y a pas de recette magique. La culture, ce n'est pas un bouton on-off. Son impact va toujours dépendre du contexte, du type d'innovation, de la stratégie, du leadership. Penser qu'une culture est bonne ou mauvaise dans l'absolu, c'est passer complètement à côté de la plaque. Ok, maintenant qu'on a posé les bases sur la culture, voyons comment ça marche à l'intérieur. Si la culture est le système d'exploitation, l'apprentissage et la créativité, ce sont les deux applis indispensables qui doivent tourner dessus. Sans elles, même la meilleure des cultures ne sert à rien. Le chapitre 9 nous le dit très clairement. L'apprentissage, c'est la condition sine qua non de l'innovation. Et attention, on ne parle pas juste d'emmagasiner des connaissances, on parle de les transformer en actions concrètes. Une boîte qui n'apprend pas est une boîte qui est déjà en train de mourir. En fait, il y a deux manières d'apprendre. Il y a l'apprentissage adaptatif. En gros, on fait mieux ce qu'on fait déjà. On optimise, c'est essentiel. Mais les vraies innovations de rupture, elles viennent de l'apprentissage génératif. C'est quand on se met à questionner le cadre lui-même, à redéfinir le problème. Les boîtes les plus innovantes, elles maîtrisent les deux. Et les idées, alors, d'où est-ce qu'elles sortent? Le chapitre 11 nous donne une recette à 3 ingrédients. D'abord, l'expertise. Sans connaître son sujet, difficile d'avoir des idées pertinentes. Ensuite, la pensée créative, cette capacité à faire des liens que personne d'autre ne voit. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la motivation. Surtout la motivation intrinsèque, cette envie qui vient de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que la créativité, ça se cultive. Ce n'est pas juste un éclair de génie. Et là, on a les 6 leviers que les managers peuvent actionner. Donner des défis intéressants, laisser de l'autonomie, fournir les bonnes ressources, bien composer les équipes, encourager et surtout garantir un soutien de toute l'organisation. C'est un véritable écosystème à mettre en place. Allez, on zoome encore un peu plus au niveau de l'équipe, parce que c'est souvent là, tout au début d'un projet, que tout se joue. Et l'analyse de Bossing nous aide à comprendre cette phase de démarrage qui est souvent très, très floue. Bossing appelle ça le fuzzy front-end, le début flou. Le nom est parfait, non? C'est ce moment un peu chaotique où il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens, mais aucune direction claire.
Pour naviguer là-dedans, il faut savoir capter les signaux faibles, faire confiance à son intuition et mobiliser des savoirs très pointus. Et la compétence clé pour s'en sortir dans ce début flou, c'est ce que Bossink appelle la capacité d'absorption. C'est l'aptitude à regarder ce qui se passe à l'extérieur, repérer une info, la comprendre, se l'approprier et l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau. On voit bien le lien direct avec l'apprentissage dont on parlait juste avant. Bon, il est temps de prendre un peu de hauteur. On a parlé culture, apprentissage, créativité, équipe. Maintenant, on va assembler toutes ces pièces du puzzle pour voir l'image globale de la gestion de l'innovation. Ce tableau résume parfaitement tout. Le chapitre 9 nous dit « Sans apprentissage, rien de durable ». Le chapitre 11 ajoute « La créativité, c'est une question de personne et de contexte ». Bossink nous montre la réalité du terrain, pour l'équipe, au tout début. Et Tian et ses collègues nous rappellent que tout ça baigne dans une culture qui peut soit aider, soit nuire. La grande leçon, c'est qu'aucune de ces pièces ne fonctionne toute seule. On arrive au bout. Pour que tout soit bien clair, cette dernière partie, c'est un peu la fiche de révision parfaite. On se concentre sur ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'examen. La question est posée. Si on devait tout résumer en quelques points essentiels, qu'est-ce que ce serait? Alors voilà la réponse, hyper condensée, en 6 points clés. Premièrement, la culture, c'est le décor. Ce n'est pas un levier qu'on actionne tout seul. Deuxièmement, une culture flexible, apprenante, type adocratie, c'est le top. La hiérarchie, c'est le flop. Troisièmement, pas d'innovation sans apprentissage systématique. On apprend de ses erreurs, de ses expériences. Quatrièmement, pas d'innovation sans créativité organisée, qui combine expertise, pensée originale et motivation. Cinquièmement, au début d'un projet, la capacité d'absorption est vitale. Et enfin, le 6e point, le plus important, tout est lié. Culture, apprentissage, créativité, équipe, tout ça se renforce mutuellement. C'est un système. Et c'est cette vision d'ensemble qu'il faut absolument retenir.